Johanne Pedersen était une jeune fille de 10 ans vivant avec sa famille au Canada. Une journée de l'année 1983, alors qu'il pleuvait dehors et qu'il commençait à faire nuit, elle va se retrouver piégée à l'extérieur de chez elle. Des témoins l'avaient alors aperçue ce soir-là dans une cabine téléphonique accompagnée d'un homme étrange avec un long manteau noir. Mais après ça, plus personne ne la reverra jamais en vie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Johanne Pedersen, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle affaire qui est une affaire assez ancienne, qui n'est pas encore résolue aujourd'hui, mais qui est extrêmement mystérieuse et qui mérite d'être racontée. Avant de commencer, laissez-moi vous dire que c'est ma mamie qui sponsorise cette vidéo, puisque c'est elle qui m'a fait ce pull. Regardez, il est trop beau. Voilà, j'avais grave envie de vous en parler. Ma mamie fait des super beaux pulls, elle les vend pas, je fais pas sa pub, juste... Voilà, j'adore le pull que ma mamie m'a fait. N'hésitez pas à lui dire en commentaire, elle regarde tous les commentaires, ça lui fera plaisir. Et en tout cas, merci Nana pour ce super pull. Mis à part ça aussi, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram. Et maintenant, reprenons notre sérieux et plongeons-nous dans cette triste affaire. Johanne Maria Pedersen, que ses proches appelaient également Jojo, est née le 17 mai 1972 au Canada. Elle y a alors grandi avec ses parents Leo et Angela Pedersen, ainsi qu'avec ses deux grandes sœurs Louise et Anne-Lise. Malheureusement, alors que Johanne était encore très jeune, ses parents ont divorcé et c'est sa mère, Angela, qui a obtenu la garde complète de ses trois filles. Mais ce n'est pas tout, Angela avait également demandé au tribunal à ce que Léo, donc le père de ses enfants, n'ait pas de droit de visite et ça a été accepté. Je ne sais pas ce que Léo, le père de famille, avait fait, mais en tout cas ça paraissait assez important pour que le tribunal lui refuse totalement de voir ses enfants. En tout cas après ça, Angela ainsi que ses trois filles ont déménagé à de nombreuses reprises. Ce fut d'ailleurs assez compliqué pour Johanne parce qu'en tout elle avait changé d'école 6 fois en l'espace de 5 ans. En 1983, Johanne avait alors 10 ans et à ce moment-là, sa famille avait décidé de s'installer dans la ville de Chilliwack, toujours au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique. La petite famille vivait alors dans un complexe de plusieurs maisons en enfilade dans le quartier de Vedder Crossing. Et d'ailleurs, entre-temps, Angela, donc la mère de famille, avait retrouvé l'amour et elle vivait donc avec un nouvel homme. Pour ce qui est de Johanne, elle avait intégré encore une fois une nouvelle école et voilà ce que son enseignant dira d'elle. Elle s'entendait plutôt bien avec tous les enfants. Elle semblait se plaire ici et n'avait pas beaucoup de mal à s'intégrer. En soi, Johanne a souvent été décrite comme une jeune fille un peu timide mais qui était toujours présente pour les autres. Par contre, j'ai pu lire qu'une fois installée dans cette nouvelle école, elle avait été absente pas mal de fois car elle ne se sentait pas très bien. Alors on ne connaît pas vraiment la nature de ses problèmes malheureusement, donc on ne sait pas vraiment si elle avait des problèmes de santé ou autre. Mais en tout cas à présent, on va se plonger dans la journée du samedi 19 février 1983. Ce jour-là, Johanne avait été jouer dehors avec sa sœur Louise ainsi qu'avec l'une de ses cousines. En début de soirée, au moment où il commençait à faire noir, les trois filles étaient donc rentrées à la maison, mais sur le chemin, elles se sont disputées. On ne sait pas vraiment sur quoi portait cette dispute, c'était une dispute d'enfants, de petites filles, mais en tout cas il semblerait que Louise et sa cousine étaient toutes les deux contre Johanne, et à un moment donné, les deux fillettes ont alors couru très vite pour devancer Johanne, et elles sont arrivées jusqu'à leur maison. Johanne avait alors continué la route toute seule en marchant, et puis lorsqu'elle était arrivée devant chez elle, elle avait remarqué que la porte d'entrée était verrouillée. Elle s'était donc dit que sa sœur et sa cousine avaient dû fermer la porte derrière elle afin de lui faire une blague de mauvais goût. Je peux imaginer les deux filles, elles sont fâchées contre Johanne et elles se disent bon, on va fermer la porte à clé, comme ça on sera toute seule à la maison et elle pourra pas rentrer. C'est vraiment pas sympa, c'est vraiment dangereux. Mais voilà, on est dans la tête de petites filles qui ont 10-11 ans.
Alors, si vous vous demandez, Angela, la maman de Johan ainsi que son nouveau copain, n'était pas à la maison ce soir-là. Ils étaient en fait partis à une fête d'anniversaire et donc Johan s'était retrouvé enfermé dehors sans possibilité de joindre sa maman. Un autre problème, c'est qu'à ce moment-là, il s'était mis à pleuvoir et donc Johan ne voulait clairement pas rester là toute seule dehors sous la pluie alors qu'il faisait noir. Elle savait pas vraiment à quelle heure sa mère et son beau-père allaient rentrer et donc elle s'est dit qu'elle devait trouver une solution. Elle a alors décidé de se rendre dans un magasin appelé Penny Pinchers qui se trouvait pas très loin pour pouvoir s'y abriter. On sait qu'elle y est restée un court moment et que finalement vers 20h20 elle était sortie pour pouvoir utiliser un téléphone public pour essayer de joindre sa maman. Ici, il faut noter qu'un témoin dira plus tard avoir aperçu Johan à l'intérieur de la cabine téléphonique avec un homme âgé entre 20 et 30 ans, moustachu, mesurant environ 1,70 m, de corpulence mince et qui portait une veste longue en cuir foncé. Personnellement, je me dis que Johan ne devait pas avoir d'argent sur elle pour appeler via un téléphone public et qu'il est donc possible qu'elle ait elle-même approché cet homme pour demander s'il avait des pièces pour l'aider à téléphoner à sa maman et que c'est pour ça que l'homme l'avait suivi jusqu'à la cabine téléphonique. Ça, c'est une théorie, mais quoi qu'il en soit, ce jour-là, à 20h20, Johan a bel et bien téléphoné à sa maman. Lorsqu'Angela a répondu à son téléphone, elle a alors entendu la voix de sa fille un petit peu fébrile qui lui demandait de venir la chercher. Ce fut un échange très court parce que juste après que Johan ait terminé sa phrase, un homme a pris le téléphone et s'est adressé directement à Angela en lui disant « Tu ferais mieux de venir la chercher dans une demi-heure, sinon j'appelle la police ». On peut s'en douter, mais Angela avait été très retournée par cet appel téléphonique et avait immédiatement quitté la fête d'anniversaire où elle se trouvait. Elle avait ensuite roulé jusqu'au magasin Penny Pinchers, donc là où sa fille lui avait dit qu'elle se trouvait, mais bizarrement, en arrivant sur place, elle ne verra personne. Ni sa fille, ni cet homme inconnu qui lui avait parlé au téléphone. Au final, Angela a passé un long moment à chercher après sa fille dans les alentours, mais lorsqu'elle a compris que Johan n'était clairement nulle part, elle a décidé de signaler sa disparition à la police. La GRC, qui était donc la Gendarmerie royale du Canada, a pris l'affaire très au sérieux et très rapidement, une équipe va être envoyée sur les lieux afin de chercher le moindre indice permettant de retrouver Johan. On avait donc sur place des agents de la gendarmerie, mais aussi des chiens pisteurs, et puis aussi des bénévoles sont venus s'ajouter à la recherche une fois que l'affaire a été rendue publique. Mais bon, malheureusement et malgré les recherches, on n'a trouvé aucun signe de la disparition de Johan n'a été trouvé, ni aucun indice laissant supposer à un acte criminel. En soi, absolument rien n'avait été trouvé, il n'y avait donc aucun indice qui pouvait permettre aux enquêteurs d'avoir une hypothèse sur ce qui lui était réellement arrivé. Par contre, c'est vrai qu'on avait quand même quelques témoignages de personnes ayant vu Johan ce soir-là avec cet homme mystérieux. Mais bon, si des témoins les ont vus ensemble proches du téléphone public, aucun ne les a vus repartir ensemble. En soi, tout ce qu'on savait, c'est que Johan avait disparu entre 20h20, le moment où elle avait appelé sa mère, et 20h40, le moment où Angela, sa maman, était arrivée sur place et qu'elle avait constaté que sa fille n'était pas là. Ça veut donc dire qu'en l'espace de ces 20 minutes, quelque chose s'était produit, quelque chose qui a fait que Johan avait disparu sans laisser de traces. L'affaire a vite été médiatisée et Angela a imploré publiquement l'homme qui avait été vu pour la dernière fois avec Johan. Elle lui a dit « S'il vous plaît, faites-vous connaître. En tant que mère, je vous supplie de vous manifester. Faites-le pour moi. » Bon, la suite se passe 3 semaines plus tard. Nous sommes le 5 mars 1983 et Mary Riley, qui était la grand-mère de Johan, a reçu un appel troublant et surtout glaçant. Son téléphone avait sonné et lorsqu'elle avait répondu, elle avait entendu une voix masculine dire « Écoutez ça » et puis le son d'un enfant qui pleure.
Alors, dans ce genre d'affaires, les appels anonymes laissés aux proches sont toujours à prendre avec des pincettes. Quand un enfant disparaît, il y a toujours des personnes dérangées, malheureusement, qui appellent des membres de la famille pour leur faire des blagues vraiment horribles. Mais c'est vrai qu'ici, ce qui est assez troublant, c'est que le numéro de téléphone de la grand-mère de Johan n'était pas répertorié. Il n'y avait en soi que très peu de personnes qui le connaissaient, et parmi ces personnes, il y avait bien évidemment Johan. Suite à ça, les forces de l'ordre ont alors estimé que l'appel pouvait être crédible et que si c'était le cas, ça voulait dire que Johan était toujours en vie quelque part et que son ravisseur la gardait avec lui pour une raison qu'il fallait encore découvrir. D'ailleurs, l'un des sergents qui s'occupait de l'enquête parlera de cet appel troublant et dira publiquement « Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agissait de l'enfant. Je suis convaincue qu'elle est vivante. » Malheureusement, même si après ça, les enquêteurs ont tout fait pour retrouver l'auteur de l'appel, ils n'ont jamais réussi à le retracer ni à identifier la personne à l'autre bout du fil. C'est assez triste, mais au final, cette piste qui aurait pu permettre de retrouver Johan n'a encore une fois mené à rien. Mis à part ça, il faut savoir que pour la communauté, la disparition de Johan a vraiment été un gros traumatisme. La meilleure amie d'enfance de Johan dira d'ailleurs plus tard « C'est choquant de savoir que votre meilleure amie a disparu et que vous ne pouvez rien faire à part aider à la retrouver. » À côté de ça, les mamans ont commencé à avoir très peur pour leurs propres enfants. À l'époque, eh bien, tous les enfants du quartier jouaient dehors après l'école, mais à présent, les parents mettaient des couvre-feux stricts et on pouvait réellement sentir une peur ambiante dans le quartier et les environs. Les forces de l'ordre avaient donc une vraie pression pour retrouver Johan et surtout la personne qui lui avait fait ça. Et là, autant vous dire qu'ils ont dépensé beaucoup de moyens pour résoudre cette affaire. Il y a eu des recherches à pied, en kayak dans la rivière, en avion. Des chiens pisteurs ont même parcouru de grandes zones pour essayer de localiser l'odeur de Johan. Et même après tous ces efforts, eh bien rien n'a été retrouvé. Pas le moindre indice, pas la moindre petite trace de Johan. Elle avait disparu, elle s'était volatilisée. Et c'est comme si la personne qui l'avait enlevée, si effectivement quelqu'un l'avait bien enlevée, avait déjà fait ça. Comme s'il savait les erreurs à ne pas commettre. Les forces de l'ordre ont alors fini par demander de l'aide au public. L'un des sergents qui travaillait sur le cas a d'ailleurs déclaré « Nous demandons également au public de fouiller leurs granges, garages et arrière-cours. Nous couvrons tous les domaines car c'est un endroit énorme et nous ne savons pas vraiment où chercher, à part là où elle a été vue pour la dernière fois. » Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, il était possible que Johan ait été en colère et qu'elle se soit enfouie. Mais pour Angela, sa maman, ce n'était absolument pas possible. Pour elle, sa fille ne serait jamais partie comme ça. Elle avait sans aucun doute été enlevée ou victime d'un acte criminel. En soi, il est fort possible qu'en étant toute seule dehors et sous la pluie, Johan ait accepté de suivre un homme ou quelqu'un dans sa maison, dans sa voiture, juste pour essayer d'être à l'abri et juste pour qu'on s'occupe d'elle. C'était une petite fille de 10 ans, elle avait besoin d'un adulte responsable à ce moment-là. D'ailleurs, sa grande sœur, Anne-Lise, dira par rapport à ça. Elle était très fragile, elle dépendait des gens. Elle aimait qu'on lui porte de l'attention. Mis à part ça, il faut savoir que quand l'affaire a éclaté, Léo, le père de Johan, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, depuis son enfance, a décidé de se manifester et lui aussi a parlé aux journalistes et il a demandé au ravisseur de sa fille de la ramener. Face aux médias, il avait d'ailleurs brièvement parlé de la situation familiale après le divorce et avait dit « J'ai essayé très vigoureusement de les retrouver, mais on m'a dit qu'Angela déménageait tous les 1 ou 2 mois. » Alors je sais pas si son but c'était de régler ses comptes comme ça devant les médias ou d'essayer de passer pour un père un peu moins digne, mais dans tous les cas, c'était un peu étrange quand même qu'il ait décidé de se manifester, qu'il ait décidé de parler à visage découvert et qu'il ait eu envie même de parler en soi de la situation familiale. Je me suis demandé à plusieurs reprises dans cette affaire si le père de Johan ne pouvait pas être un potentiel suspect, mais j'ai pas trouvé grand chose par rapport à ça, donc soit la police n'a pas vraiment enquêté sur lui, soit il avait un bon alibi, mais en tout cas, il n'a jamais été arrêté ou quoi que ce soit. Mais pour en revenir à l'enquête, eh bien, à un moment donné, la police va se rendre compte qu'il y avait eu un cas similaire
qui s'était produit dans la ville de Chilliwack seulement 5 jours après la disparition de Joanne. On va en fait apprendre que le 24 février 1983, une petite fille de 12 ans avait été attrapée par un homme alors qu'elle était seule dans la rue en train de chercher son stylo qui était tombé par terre. Heureusement, cette petite fille qui est restée anonyme avait réussi à se débattre et elle avait pu s'échapper sans être blessée. Elle avait alors tout raconté à la police et avait décrit son agresseur comme un homme ayant une vingtaine d'années. Elle n'a pas vraiment réussi à en dire plus par rapport à cet agresseur, mais une chose qu'on peut noter, c'est que l'homme qui avait été vu avec Joanne dans la cabine téléphonique a lui été décrit comme ayant entre 20 et 30 ans. Donc c'est vrai que les deux personnes pourraient effectivement être les mêmes. En tout cas, l'homme qui avait essayé d'enlever cette petite fille n'a par la suite jamais été identifié et on n'a jamais eu de preuves comme quoi il pourrait bel et bien être l'homme aperçu avec Joanne. Mais attendez, parce que la police va faire d'autres découvertes. Le 24 juillet 1983, une petite fille de 8 ans appelée Terry Lynn Scalf a elle aussi disparu de son complexe résidentiel à Aldergrove, à une trentaine de minutes en voiture de là où Joanne avait disparu 5 mois auparavant. Terry Lynn était elle aussi partie jouer avec des amis le jour de sa disparition, mais n'était jamais rentrée à la maison. Alors dans son cas, c'est vrai que la police a fait une déclaration disant qu'il pensait réellement connaître la personne responsable de sa disparition, mais ils diront aussi qu'ils n'avaient pas assez de preuves pour l'arrêter. Et donc, cette affaire n'a jamais été résolue. D'ailleurs, ce qui est vraiment troublant ici, c'est que ce mystérieux suspect n'a jamais été rendu public et donc on ne sait même pas s'il pourrait être le même suspect que dans l'affaire de la disparition de Joanne. Quoi qu'il en soit, ça reste deux jeunes filles d'à peu près le même âge qui ont disparu dans la même région à peu près au même moment. On peut se demander si ces deux cas ne sont pas liés. Par contre, on sait quand même une chose par rapport à ce mystérieux suspect qui aurait enlevé Terry Lynn. La police dira tout de même que le suspect était déjà connu des services de police pour des affaires de pédocriminalité. De plus, on saura qu'il était d'âge moyen, donc ça peut aller dans les 20 et 30 ans, et qu'il vivait à l'époque dans la ville de Langley. C'est tout ce qu'on sait et en soi, c'est pas beaucoup, donc ça nous permet pas de faire de réels liens entre les deux affaires. Bon, en tout cas, après ça, les années vont passer et finalement, en 2008 et en 2011, la gendarmerie de Chilliwack va recevoir 2 lettres anonymes. Dans chacune d'elles, l'auteur prétendait détenir des informations liées au cas de Joanne Pedersen. Par contre, les 2 lettres ont été analysées et que les enquêteurs diront qu'il n'était pas certain qu'elles aient été écrites par la même personne. La lettre qu'ils avaient reçue en 2008 n'avait pas plus que ça attiré leur attention, par contre celle de 2011 un peu plus. Dans cette lettre, l'auteur semblait y avoir écrit des détails assez convaincants, des détails que seule la personne qui avait enlevé Joanne pouvait connaître. Mais bon, là encore, cette lettre n'a pas mené à grand chose puisqu'ils n'ont jamais réussi à identifier quelle était la personne qui l'avait écrite. Par contre, pour ce qui est de la première lettre, celle envoyée en 2008, la police a finalement compris qu'elle avait en réalité été envoyée par l'homme qui avait été vu dans la cabine téléphonique avec Joanne le soir de sa disparition. Donc là, c'est assez fou parce qu'on comprend que notre suspect principal a envoyé une lettre anonyme à la police et que maintenant, les autorités connaissent son identité. À ce moment-là, c'était un réel souffle d'espoir dans cette enquête. On se disait qu'enfin, l'affaire allait être résolue. Mais finalement, en 2023, donc assez récemment finalement, les forces de l'ordre ont fait une annonce vraiment surprenante et ont déclaré: récemment, la police a pu identifier cet homme et l'exclure comme suspect. Son identité ne sera pas communiquée au public pour le moment. Donc attendez, parce que là c'est totalement dingue. Ce qu'on nous dit ici, c'est que l'homme qui avait accompagné Joanne dans la cabine, qui avait parlé à sa mère au téléphone, n'était finalement plus du tout un suspect. C'était réellement très bizarre et pour tout le monde, cette annonce a été une véritable énigme. Je veux dire, si cet homme n'avait rien à se reprocher, pourquoi est-ce qu'il ne s'était jamais présenté à la police pour témoigner? Il devait clairement avoir des tonnes de choses à dire et des détails importants à donner.
On doit quand même se rappeler que le soir de la disparition, cet homme avait pris le téléphone pour parler à Angela, donc la maman de Joanne, et il lui avait dit qu'il allait appeler la police dans la demi-heure si elle ne venait pas rechercher sa fille. Donc, si cet homme avait vraiment eu des bonnes intentions, si vraiment il s'était inquiété pour Joanne, pourquoi est-ce qu'il serait parti avant que sa mère ne vienne la chercher? Et si vraiment il n'était pas parti et qu'il avait vu que quelque chose était arrivé à Joanne, pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas dit? Vraiment, ça n'a aucun sens. Malheureusement, toutes ces questions restent aujourd'hui sans réponse, en tout cas pour le grand public. Les enquêteurs ont tout de même annoncé que l'enquête était toujours active, même si on n'a pas vraiment de mise à jour. Il y a quelques années, il y a un ancien journaliste spécialisé dans les affaires criminelles du nom de John L. Daly qui avait parlé de cette affaire en disant « Cela a touché tout le monde. C'est une affaire très troublante. On aurait dit qu'elle sortait d'un film, et pourtant c'est réel. Voir cette petite fille dans une cabine téléphonique sous la pluie, vous savez, des voitures qui passaient, parlant apparemment à un type en manteau noir, c'était tout simplement horrible. » Pour ce qui est de la maman de Joanne, la situation est tout simplement horrible. Elle a d'ailleurs déclaré « J'ai tellement souffert au fil des années. » En tout cas voilà, c'est comme ça que se termine cette terrible histoire. J'espère qu'un jour on en apprendra un peu plus. J'espère qu'un jour quelqu'un acceptera de parler et que la police même nous en dira un peu plus parce que peut-être que eux sont au courant de plus de choses que nous. Dans tous les cas, moi j'essaye de garder espoir que cette affaire soit un jour résolue et qu'elle le soit avant que la maman de Joanne ne décède, évidemment. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!